Si vous avez appris la mécanique dans un lycée technique français, vous avez posé les mains sur une Dufour. La fraiseuse devant laquelle on se bousculait, celle qui pardonnait, celle sur laquelle on était sûr de réussir sa première passe, le nom que tout apprenti du pays connaissait par cœur. Derrière cette machine d'école, il y avait le premier constructeur de fraiseuses de France. 667 machines en une seule année, le savoir-faire qui équipait les ateliers de toute l'industrie française. La maison avait survécu à la guerre, survécu à la reconstruction, survécu à 3 décennies de concurrence. Et puis, après plus d'un demi-siècle de fabrication à Montreuil, du jour au lendemain, l'usine s'est tue. Comment un nom que toute une génération de Français a connu sur son premier établi a-t-il pu disparaître à ce point qu'il ne figure même plus sur les listes du métier? Chapitre 1. L'homme qui fabriquait les machines, qui fabriquait tout le reste. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par un atelier et par un homme qui n'avait rien. En 1928, boulevard Chanzy, à Montreuil, aux portes de Paris, un homme du nom de Gaston Dufour reprend une petite affaire qui s'appelait alors l'usine Matra. Matra fabriquait du matériel d'équipement industriel, des fraiseuses, des étaux, les outils discrets dont une industrie a besoin pour se construire elle-même. L'affaire était modeste. L'homme qui la reprenait ne l'était pas moins. Ceux qui l'ont connu en parlaient comme d'un artisan, un vrai, un de ces hommes que la République de l'époque savait encore produire, sorti de rien, devenu par ses propres moyens un industriel qui comptait. L'un de ses ouvriers, des décennies plus tard, le résumera d'une phrase qui dit tout. Un patron du XIXe siècle, mais l'usine marchait bien. Retenez cette phrase, elle contient déjà toute l'histoire, la grandeur et la fragilité réunies dans le même homme. Car il faut comprendre ce qu'était une fraiseuse en ce temps-là, et ce qu'elle est restée pendant tout le siècle industriel français. Une fraiseuse, ce n'est pas un produit que l'on vend au public. C'est la machine qui fabrique les autres machines. C'est l'outil au bout duquel naissent les pièces de moteur, les engrenages, les moules, les composants que l'on retrouve ensuite dans une automobile, dans un train, dans un avion. Le travail de Gaston Dufour n'était pas de fabriquer des objets que les Français verraient. Son travail était de fabriquer les machines invisibles qui permettaient à d'autres de fabriquer la France visible. Et dans ce métier-là, dans ce métier de l'ombre où se joue pourtant toute la puissance d'un pays, Gaston Dufour allait, en l'espace d'une génération, devenir le premier de France. L'usine, en 1928, occupait les numéros 137 et 139 du boulevard Chanzy. C'était peu. Mais Gaston Dufour avait une qualité que l'on ne s'invente pas. Il comprenait le métal. Il comprenait ce que les hommes attendaient d'une machine-outil, la robustesse, la précision, la fidélité de l'outil qui ne trahit pas la main qui le guide. Et il comprenait surtout que la France qui sortait de la Première Guerre, la France qui se reconstruisait, qui s'électrifiait, qui se motorisait, cette France-là aurait un besoin immense, presque infini, de machines pour fabriquer ces machines. Il fit donc ce que font les bâtisseurs. Il agrandit. En 1929, puis de nouveau en 1940, il confia à un architecte, Charles Brocard, le soin d'étendre les ateliers. Brique rouge sur brique rouge, l'usine grandit le long du boulevard. En 1952, elle s'étendait jusqu'au numéro 153 et 155. Là où il y avait eu un petit atelier, il y avait désormais une véritable usine. 25 000 mètres carrés d'atelier, une façade de briques un peu rétro, propre, sérieuse, à l'image de l'homme qui l'avait construite. Les chiffres de l'emploi racontent cette ascension mieux que n'importe quel discours. En 1944, en pleine guerre, l'usine comptait 70 ouvriers. 10 ans plus tard, en 1954, ils étaient 280. Une multiplication par 4 en une décennie. Gaston Dufour ne grandissait pas par hasard. Il grandissait parce que ses machines étaient bonnes et parce que la France entière avait besoin de ce qu'il savait faire. Chapitre 2. La machine qui tient le centième. Pour comprendre pourquoi le nom de Dufour s'est imposé, il faut entrer dans l'atelier et regarder ce qui en sortait. Les premières fraiseuses Dufour étaient des machines horizontales à courroie plate, lourdes, en fonte, métriques, conçues pour durer un demi-siècle
et pour ne jamais mentir sur la cote. Il y eut le rare modèle 16 vers 1942. Il y eut les numéros 20 et 21, puis la célèbre numéro 22 vers 1945, qui allait faire la réputation de la maison. Plus tard vinrent les séries que tout mécanicien français de la seconde moitié du siècle connaîtrait par cœur. Les F50, F51, F52, les 220, 222, 225, les 250, les grosses 624. Ces machines pesaient de 350 kg pour les plus petites jusqu'à plus de 3 tonnes pour les plus imposantes. Elles recevaient des cônes de broche normalisés. Et elles avaient une qualité que les hommes du métier évoquent encore aujourd'hui avec un respect particulier dans la voix. Elles savaient flirter avec le centième. Tenir une tolérance proche du centième de millimètre. Pour un profane, cela ne veut rien dire. Pour un ouvreur d'atelier, cela veut tout dire. Cela veut dire qu'au bout de cette machine, on pouvait usiner une pièce dont les dimensions étaient justes à l'épaisseur d'un cheveu près. Et une machine capable de cela, livrée dans les années 50, tient encore le centième aujourd'hui, 70 ans plus tard, entre les mains des passionnés qui les restaurent. Voilà ce qu'était le savoir-faire de Montreuil. Vient alors l'année qui scelle la grandeur de Gaston Dufour. 1957. Cette année-là, selon les statistiques du syndicat des constructeurs de machines-outils, l'usine du boulevard Chanzy produit 667 machines, pour un poids total de 1122 tonnes. 667 fraiseuses sorties d'une seule maison en une seule année. C'est le premier constructeur français de fraiseuses. Devant la Savième, l'ancienne Saumua, et ses 510 machines. Loin devant l'Alsacienne et ses 253. Gaston Dufour, l'artisan parti de rien, le patron du XIXe siècle, était devenu le numéro 1 français d'un métier qui se trouvait au cœur même de la puissance industrielle du pays. Et il l'était devenu sans jamais cesser d'être ce qu'il était, une maison familiale d'environ 700 personnes. Là est toute la singularité de Dufour. Ce n'était pas un grand groupe anonyme, c'était une grande réussite à taille humaine. Le premier de France, mais un premier que l'on pouvait traverser à pied d'un bout à l'autre, où le patron connaissait ses ouvriers, où l'on fabriquait le tout venant du métier. Les petites et moyennes machines, le pain quotidien des ateliers de mécanique générale de tout le pays. Chapitre 3. L'usine qui tournait à plein régime. Imaginez que vous arrivez devant ces grilles un matin du milieu des années 60. Vous remontez le boulevard Chanzy. La façade de briques rouges s'étire devant vous, propre, un peu désuète déjà, mais imposante par sa longueur. Derrière elle, 25 000 mètres carrés d'atelier. Et dès que vous franchissez le portail, vous comprenez que vous entrez dans un monde qui tourne à plein régime. Un de ces lieux où la France fabriquait encore, sans complexe et sans état d'âme, les outils de sa propre prospérité. Un visiteur qui a connu l'usine vers 1965, alors qu'il était encore élève, en a gardé un souvenir précis des décennies plus tard. Ce qui l'avait frappé, ce n'était pas seulement les fraiseuses alignées, c'étaient les tailleuses d'engrenages, ces machines qui découpent dans le métal les dents d'un pignon avec une patience d'horloger géant. C'étaient les machines à brocher, qui impressionnaient les visiteurs par leur force tranquille. Et c'était, détail qui en dit long sur la maison, l'atelier de peinture. Car chez Dufour, on ne se contentait pas de peindre les machines. On les préparait comme on prépare une carrosserie de luxe. Ponçage du mastic, de l'après, des reprises, jusqu'à obtenir une finition que l'on n'attendait pas d'une machine-outil. La machine devait être juste. Elle devait aussi être belle. Parce qu'une machine belle est une machine dont le constructeur est fier. Et la fierté, dans un atelier, cela se voit jusque dans la dernière couche de peinture. Plus de la moitié des hommes qui travaillaient là étaient des immigrés. Il faut le dire, parce que c'est la vérité de l'industrie française, et parce que ces hommes-là ont autant droit à cette histoire que les autres. Dans les ateliers de Montreuil, comme dans toute la banlieue ouvrière de Paris, on entendait sur les machines les accents de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, du Maghreb. Ces hommes apprenaient le métal. Ils apprenaient le centième. Ils devenaient fraiseurs, ajusteurs, peintres. Et ils transmettaient ce savoir-faire à côté des ouvriers français, dans la langue commune de l'atelier, qui est faite de gestes autant que de mots.
Le premier constructeur français de fraiseuses était aussi, comme presque toute l'industrie de la région parisienne, une œuvre d'immigration. Et tout cela tournait. Les commandes arrivaient, les machines partaient vers les ateliers de toute la France et au-delà. Le savoir-faire de Montreuil équipait les ateliers où se forgeait la puissance industrielle du pays. La mécanique générale, l'automobile, la sous-traitance, partout où une pièce devait être usinée juste. Dans un atelier de Dufour des années 60, on ne se posait pas la question de l'avenir. L'usine marchait bien. Elle avait toujours marché bien. Il n'y avait aucune raison qu'elle cesse de marcher bien. Chapitre 4. La machine d'école. Mais il y a une autre raison, plus intime, pour laquelle le nom de Dufour mérite d'être sauvé de l'oubli. Et celle-là ne se trouve dans aucune statistique de production. Demandez à un homme qui a appris la mécanique dans un lycée technique français entre les années 50 et les années 80, sur quelle machine il a fait ses premières passes. Il y a de fortes chances qu'il vous réponde « sur une Dufour ». Car les fraiseuses de Montreuil étaient les machines des écoles. Les machines sur lesquelles toute une génération d'apprentis français a appris le métier. Dans les lycées techniques, dans les écoles d'apprentissage, dans les ateliers de formation de tout le pays, c'est devant une Dufour que d'innombrables jeunes gens ont posé les mains pour la première fois sur les manivelles d'une fraiseuse, ont senti la résistance du métal sous l'outil, ont découvert l'odeur de l'huile de coupe et le bruit régulier de la fraise qui mord l'acier. Les témoignages, ici, sont d'une tendresse désarmante. Un homme se souvient d'avoir passé tous ses examens sur une Dufour et raconte « On se bousculait pour prendre une Dufour. Elle était de maniement très facile. » On se bousculait. Imaginez la scène. Des apprentis qui se pressent pour mettre la main sur la bonne machine, celle qui pardonne, celle qui obéit, celle sur laquelle on est sûr de bien faire. Un autre a travaillé sur ces machines dans son école de mécanique générale au milieu des années 70. Un lycée technique, entre la fin des années 60 et la fin des années 90, fonctionnait avec 4 fraiseuses Dufour. Un autre encore se souvient d'avoir appris à fraiser sur une Dufour, machine d'école, au lycée technique de Vienne, et de s'être senti, 2 ans plus tard, capable de tout usiner. Voilà le vrai souvenir. Pas le robot ménager dans la cuisine, pas la mobilette du dimanche. L'établi sur lequel on a appris son métier. La première machine devant laquelle un homme a compris qu'il avait des mains et que ses mains pouvaient faire des choses justes. Pour des dizaines de milliers de Français, le nom de Dufour, ce n'est pas une marque. C'est la jeunesse. C'est le moment précis où l'on cesse d'être un enfant pour devenir quelqu'un qui sait faire. Et c'est pour cela qu'une machine Dufour, aujourd'hui encore, se vend, se transmet, se restaure avec une dévotion particulière. Les passionnés qui les recueillent ne sauvent pas seulement de la fonte et de l'acier. Ils sauvent la machine sur laquelle leur pays a appris à travailler. Chapitre 5. L'apogée et l'ombre portée. Au tournant des années 70, l'usine du boulevard Chanzy est à son sommet. Les effectifs montent. Ils atteindront, à la fin de la décennie, plus de 700 personnes, 730 en 1979. Le premier constructeur français de fraiseuses occupe ses 25 000 m² d'atelier, fait tourner ses tailleuses d'engrenages et ses machines à brocher, peint ses machines comme des carrosseries et livre dans toute la France et au-delà. C'est l'apogée, le point le plus haut. Mais sur ce sommet, déjà, une ombre se dessine que personne, à l'intérieur de ces murs, ne veut vraiment voir. Le monde de la machine-outil est en train de changer. Loin de Montreuil, en Allemagne, au Japon, des constructeurs montent en puissance, plus gros, mieux financés et bientôt mieux placés sur la grande mutation technologique qui arrive, la commande numérique. La machine qui, demain, ne sera plus guidée par la seule main de l'homme, mais par un calculateur. Et il y a, dans la maison Dufour elle-même, une faiblesse structurelle que les bonnes années ont masquée, mais que les mauvaises vont révéler avec brutalité. Pour fabriquer ces machines, Dufour immobilise un stock énorme, un stock qui représente jusqu'à 9 mois de chiffre d'affaires annuel, là où la norme du métier se situe entre 4 et 5 mois. Tant que les commandes affluent, ce stock est une force, on livre vite. Mais qu'un retournement survienne, qu'un creux apparaisse dans le carnet de commandes, et ces 9 mois de stock deviennent un poids mortel, un capital figé dans la fonte, pendant que les charges, elles, continuent de courir. Un délégué de la maison le dira plus tard d'une phrase simple, presque incrédule. On a tenu le coup jusqu'il y a 5 ans. 5 ans avant la fin. C'est-à-dire 1975, juste après le choc.
car l'apogée de Dufour coïncide, presque jour pour jour, avec le moment où le monde qu'il avait porté commence à se refermer. On était au sommet, et du sommet, on ne voyait pas encore que le sol, en bas, avait déjà commencé à se dérober. Chapitre 6. Les premières fissures. La première fissure porte une date, 1974. Le choc pétrolier referme l'âge d'or industriel français, comme on referme un livre. Et la machine-outil, ce métier qui se trouve tout en amont de la production, est l'un des premiers à le sentir. Quand l'industrie hésite, elle cesse d'abord d'acheter des machines neuves. Le carnet de commandes de Dufour, qui n'avait jamais des amplis, commence à se creuser. À cela s'ajoute une concurrence que Montreuil ne savait pas encore nommer comme une menace mortelle. L'Allemagne, le Japon, des constructeurs plus gros, mieux financés et qui prenaient de l'avance sur la commande numérique pendant que Dufour continuait de livrer ses fidèles fraiseuses à manivelle. Le délégué de la maison le résumera plus tard sans amertume, presque avec stupeur. On a tenu le coup jusqu'il y a 5 ans. Et puis cette faiblesse ancienne, ce stock de 9 mois, qui avait été une force dans les années fastes, se retourne contre l'usine. La fonte dort dans les ateliers pendant que les charges courent. Le capital de la maison se fige, précisément au moment où il faudrait qu'il circule. Les pertes arrivent et elles s'aggravent d'année en année. Environ 1 million de francs en 1976, 3 millions et demi en 1977, 3 millions encore en 1978. Cette même année 1978, dans un geste qui partait sans doute d'une bonne intention, sécuriser ses approvisionnements en fonte, la maison prend une participation de près de la moitié dans une fonderie de la Sarthe, l'usine FATS à la Ferté-Bernard. Une centaine d'ouvriers. Et un déficit accumulé de 7 500 000 francs entre 1976 et 1979. Dufour, qui se noyait déjà, venait de prendre dans ses bras un autre homme qui se noyait. C'est dans ce paysage que survient le deuil. Vers 1978, Gaston Dufour meurt. Il meurt, dit-on, à la tâche, comme il avait vécu. L'artisan parti de rien, le patron du XIXe siècle, s'en va au moment précis où le XXe siècle s'apprête à emporter tout ce qu'il avait bâti. Et c'est son fils qui hérite de la maison et de la tempête qui monte. Chapitre 7. La machine éternelle. André Dufour n'était pas homme à baisser les bras. Ceux qui l'ont connu le décrivent d'un trait, grand, maigre, sanguin, les cheveux taillés en brosse. Énergique, ambitieux, et surtout, c'est le point qui compte, excellent technicien. Un homme qui connaissait le métal aussi bien que son père et qui refusait avec une fierté presque rageuse que l'on traite la maison Dufour de « canard boiteux ». Il ne voulait pas administrer un déclin, il voulait gagner. Et le ministre de l'Industrie, à cette époque, appelait justement les constructeurs français à l'innovation technologique, à la fuite en avant vers la modernité. André Dufour allait le prendre au mot, plus que quiconque. Avec un bureau d'études squelettique, quelques hommes, pas davantage, il conçoit la machine qui doit sauver la maison. Elle s'appelle la T7000. Et ce n'est plus une fraiseuse à manivelle. C'est une grande machine à banc fixe, à commande numérique, pilotée par calculateur, dotée d'un changeur d'outils automatique. Elle peut recevoir des pièces d'acier d'1 mètre cube et de 5 tonnes. Et sa précision d'usinage atteint 7 microns, 7 millièmes de millimètre, avec l'espoir de descendre un jour à 5. 7 microns, c'est la précision du monde le plus exigeant qui soit, celui où l'erreur ne se mesure plus à l'œil mais au microscope, le monde des pièces sur lesquelles reposent des vies, la haute mécanique, les industries de pointe, les ateliers où se forge ce que la France a de plus précieux. Loin devant les machines étrangères du même type, disaient les hommes de Montreuil. Loin devant. Eux qui l'avaient conçu lui donnèrent un nom qui dit toute leur foi. La machine éternelle. C'était l'idée juste. C'était peut-être la machine qu'il fallait. Un petit constructeur français qui tendait la main vers la frontière technologique et qui, l'espace d'un projet, touchait du doigt l'excellence mondiale. Il ne manquait qu'une chose, l'argent. Pour produire une telle machine, il fallait que les banques avancent les fonds. Et les banques ont dit non. Voilà le point exact où tout bascule.
Pas un défaut technique, pas une machine ratée. Au contraire, une machine en avance sur son temps. Mais une maison familiale exsangue, lestée d'un stock mort et d'une fonderie déficitaire qui mise tout sur l'avenir au moment précis où ceux qui tiennent les cordons de la bourse refusent de la suivre. Une suspicion courra longtemps dans l'usine, jamais établie, jamais prouvée, selon laquelle les banques lorgnaient en réalité une belle opération immobilière sur ce terrain de Montreuil, et que la famille avait refusé de vendre. On ne le sait pas. On ne le saura sans doute jamais. Ce que l'on sait, c'est que la machine éternelle n'a pas eu le temps d'être éternelle. Chapitre 8. La grève du patron et des ouvriers. Au début de l'été 1980, les ouvriers de Dufour ne sont plus payés. Leurs salaires se sont arrêtés au 30 juin. Le 14 juillet, ils se mettent en grève. Et là se produit une chose qui ne ressemble à aucune autre grève de l'histoire industrielle française. Car ce ne sont pas seulement les ouvriers qui débrayent, c'est toute la maison, du patron aux ouvriers en passant par l'encadrement. Les cadres, les ingénieurs, André Dufour lui-même, tous font la grève sur le tas, tous occupent l'usine ensemble. Le patron en grève dans sa propre usine, aux côtés de ses ouvriers, dont plus de la moitié étaient des immigrés. Parce qu'ils savaient tous, du haut en bas de la hiérarchie, que ce n'était pas un conflit entre eux. L'adversaire était ailleurs. L'adversaire, c'étaient les banques qui avaient refusé d'avancer les fonds. Le 15 juillet 1980, les deux sociétés qui formaient la maison, la fraiseuse Gaston Dufour, qui fabriquait, et les établissements Gaston Dufour, qui portaient le bureau d'études et les finances, déposent leur bilan. Ensemble, elles employaient 682 salariés. Le 16 juillet, le tribunal de commerce de Paris prononce le règlement judiciaire. Les choses dès lors vont vite, trop vite. Le 30 juillet, le syndic licencie les salariés. Les lettres de licenciement arrivent dans les foyers autour du 1er août. Et ce sont les équipes de la CGT et de la CFDT qui occupent alors les lieux, jour et nuit, pour veiller sur l'usine morte. Le délégué CGT s'appelait Yves Tanguy. Une photographie d'archives du département de la Seine-Saint-Denis fixe la scène à une date, le 27 août 1980. L'occupation durait encore. Les salaires que la maison ne pouvait plus verser, les indemnités, les congés payés, c'est le Fonds national de garantie des salaires qui les a payés, c'est-à-dire la collectivité, c'est-à-dire nous tous. L'usine qui avait été le premier constructeur français de fraiseuses ne pouvait même plus payer les hommes qu'elle congédiait. Et quand, le 8 novembre 1980, le gouvernement répondit à une question du député Paul Quilès sur cette faillite, la cause officielle tenait en une phrase. L'échec était attribué aux études entreprises pour mettre au point la T7000. Lisez bien cette phrase. La maison Dufour est morte de la machine qui devait la sauver. Elle est morte d'avoir voulu vivre. Elle est morte d'avoir cru le ministre qui lui demandait d'innover et de n'avoir trouvé personne, au moment décisif, pour financer cette innovation. Chapitre 9. L'État qui regardait ailleurs. Il serait facile, à ce stade, de s'arrêter à l'histoire d'une seule maison et d'un seul Paris malheureux. Ce serait passé à côté de l'essentiel. Car ce qui est arrivé à Dufour est arrivé à presque toute la machine-outil française. Et là, l'État a sa part. Non par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il a choisi de ne pas faire. Au début des années 70, la France comptait dans la machine-outil mondiale 5e, 6e puissance. 20 ans plus tard, elle était tombée à la 9e place. En 1993, elle ne pesait plus que 2% de la production mondiale, 10e rang. Les constructeurs qui restaient, on les appelait les derniers Mohicans. Ils étaient au moins 139 en 1975. Ils ne sont plus que 60 à 70 aujourd'hui. Cette chute n'était pas une fatalité. Les machines françaises étaient reconnues comme étant d'excellente qualité. Les Tours Cazeneuve, les Berthier fabriqués sous licence jusqu'au Japon, les fraiseuses françaises que le monde entier respectait. Le savoir-faire était là. Ce qui a manqué, ce sont les décisions. Prenez la commande numérique, cette technologie même dont dépendait la T7000. Au début des années 70, 3 entreprises françaises savaient construire les armoires de commande numérique. Alcatel,
télémécanique, et une petite maison, feutrier. L'État décréta que 3, c'était 2 de trop. Et contre l'avis unanime des constructeurs de machines, il choisit de confier l'avenir de la commande numérique française à la plus petite des 3, Feutrier. Feutrier ne tarda pas à échouer, entraînant dans sa chute le service après-vente des armoires Alcatel déjà installées. Il fallut ensuite pousser Télémécanique à reprendre le flambeau, ce qui donna naissance à NUM, qui, lui, prospéra. Mais le temps perdu, lui, ne se rattrapait pas. Et il y a pire, pour la mémoire de Dufour. Les pouvoirs publics avaient un temps prévu, dans leur plan pour la mécanique, de faire de Gaston Dufour, avec Vernier et GSP, l'un des 2 pôles chargés de fabriquer les centres d'usinage français. Le regroupement qui aurait peut-être sauvé la maison. Il n'a jamais eu lieu. Souvent d'ailleurs, parce que les entreprises elles-mêmes ne l'ont pas accepté. Mais l'occasion était là, et elle a été manquée. Restait le grand plan, le fameux plan machine-outil. Préparé à partir de juin 1981, annoncé en novembre, financé par l'État, par la Banque de Suez et par la CGE. 3 790 millions de francs de prêts et de subventions déversés entre 1981 et 1986. Il échoua, pour l'essentiel, parce qu'il avait parié sur une croissance mondiale forte au moment précis où le marché s'effondrait, moins 34% entre 1981 et 1984. Et voici le détail qui serre le cœur. Ce plan, cet argent, cette tentative de sauvetage, tout cela est arrivé après la mort de Dufour. La maison du boulevard Chanzy avait déposé son bilan en juillet 1980. Le plan censé sauver la machine-outil française fut préparé l'été suivant. Dufour est morte 1 an trop tôt pour le secours qui ne lui était de toute façon pas destiné. Car le choix profond de la France était fait depuis longtemps. La stratégie des créneaux, le redéploiement industriel, sous Giscard comme ensuite sous Mitterrand, avait désigné les secteurs que la nation protégerait. L'aéronautique, le nucléaire, les télécommunications, l'armement. Et ceux qu'elle laisserait partir. La machine-outil, l'électronique grand public. On avait choisi de défendre les avions. On avait choisi de laisser mourir les machines qui équipaient les ateliers où se construisait toute l'industrie, y compris ceux qui travaillaient pour l'aviation. La fraiseuse française n'a pas été tuée par un ennemi. Elle a été sacrifiée par une politique qui avait décidé que d'autres comptaient davantage. Les autres maisons l'ont appris l'une après l'autre. H. Ernaud Saumua, le champion français du Tour, repris par Toyota, le groupe Toyota, en avril 1985. Promecam, racheté par le japonais Hamada la même année. Berthier, passé au Suisse Starrag. Huron Grafenstaden, passé sous pavillon indien. Gambin, Huré, Rameau, disparus ou réfugiés dans les machines spéciales. Cazeneuve survit encore, petite maison familiale d'une 50aine de personnes, les derniers Mohicans. Dufour, lui, n'a pas même eu droit à un repreneur étranger qui aurait gardé le nom vivant. Dufour a simplement disparu. Chapitre 10. L'oubli en douceur. Ce qui s'est passé ensuite tient en quelques lignes administratives, et c'est peut-être cela le plus cruel. Le 21 novembre 1980, le tribunal accepte la proposition d'un repreneur, Profel Promat. Des contrats de location-gérance prolongent une activité réduite jusqu'en 1982. Une nouvelle entité, Dufour Industries, est créée en 1981. Son directeur du développement, en 1982, s'appelait André Renard. Mais ce n'était déjà plus qu'un nom posé sur une braise mourante. Une seconde faillite survient en 1982. Les effectifs, qui dépassaient 730 en 1979, n'étaient plus que 345 en 1982. Le site garde un souffle d'activité jusqu'à la fin des années 80. Puis plus rien. Les bâtiments, eux, sont toujours là. Remontez le boulevard Chanzy aujourd'hui. Les ateliers de briques rouges tiennent encore debout. Mais derrière la façade un peu rétro qui faisait la fierté de Gaston Dufour, il n'y a plus de fraiseuse. Il y a des entrepôts, des commerces, de la marchandise empilée là où l'on usinait jadis au centième.
25 000 mètres carrés conçus pour le bruit des machines, occupés par le silence du stockage. Le savoir-faire, pourtant, ne s'est pas tout à fait éteint. Les pièces détachées, le service après-vente, les archives de la marque ont été repris par une maison, RMO, qui demeure aujourd'hui le service officiel des fraiseuses Gaston Dufour. Et partout en France, dans les petits ateliers, chez les retraités, chez les passionnés, des milliers de Dufour tournent encore. On les vend, on les échange, on les restaure avec amour. Robustes, précises, faciles, les machines d'école. Elles tiennent toujours le 100e, 70 ans après être sorties de Montreuil. Mais le nom, lui, glisse vers l'oubli. Les amateurs qui veillent sur ces machines l'ont remarqué avec tristesse. Dufour ne figure même pas sur les grandes listes de référence internationales des constructeurs de machines-outils. Comme Alcera, comme Gambin, comme Vernier, le premier constructeur français de fraiseuses a été effacé en silence. L'un d'eux a trouvé les mots justes. Ça sent l'oubli en douceur. L'oubli en douceur. Pas un drame, pas une catastrophe. Juste un nom qui s'efface lentement d'un pays qui ne sait plus très bien ce qu'il a fabriqué. Chapitre 11. Ce qui reste. Il reste une machine. Pas la T7000. Celle-là n'a jamais eu sa chance, morte avec la maison qu'il avait rêvée. Non. Il reste les autres. Les F50, les 222, les vieilles numéro 22. Les machines d'école. Celles devant lesquelles toute une génération de Français a posé les mains pour la première fois, a senti le métal résister, a appris qu'elle avait des mains et que ses mains pouvaient faire des choses justes. Quelque part, en ce moment, dans un atelier ou un garage, un homme passe un chiffon sur la table d'une fraiseuse Dufour. Il a peut-être 70 ans. Il a peut-être appris son métier sur cette machine, ou sur sa sœur jumelle, dans un lycée technique où l'on se bousculait pour l'apprendre parce qu'elle était facile, parce qu'elle pardonnait, parce qu'on était sûr de bien faire. Il sait, lui, ce que valait la maison du boulevard Chanzy. Il sait ce qu'était le 100e. Il sait ce qu'un pays perd quand il cesse de fabriquer les machines qui fabriquent tout le reste. Gaston Dufour était parti de rien. Il avait fait de son atelier le premier de France. Son fils André avait tendu la main vers l'avenir, vers la précision des 7 microns, vers la machine éternelle. Et la main était restée vide, non par manque de talent, mais par manque de foi de ceux qui auraient dû le suivre. L'usine est silencieuse. Les machines, elles, tournent encore, dispersées, fidèles, increvables, dans les mains de ceux qui se souviennent. Ce ne sont pas des cathédrales, ce ne sont pas des châteaux, ce sont des fraiseuses. Mais elles ont fait partie de l'industrie française. Elles ont appris à un pays à travailler le métal. Et le métal, lui, n'oublie pas la main qui l'a guidé.